Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur ce webinaire concernant le TURP, c'est-à-dire en fait les abattements possibles sur le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité. Nous allons présenter ces abattements avec la DGEC Esther Lermite et Chloé Le Baron, l'ADEME Tristan Hubé et le bureau d'études Optinergie représenté par Lionel Barbet. Alors, pourquoi tout cela? En fait, parce que depuis le décret du 10 avril dernier, la notion d'acteur électro-intensif, telle qu'elle était définie en France, a évolué suite à une négociation avec la Commission européenne. Il y a maintenant de nouveaux critères qui permettent aux industriels de bénéficier de ces abattements. Et bien entendu, il faut construire un plan de performance énergétique de qualité. Donc, on va insister pas mal aujourd'hui sur cela. Bien entendu, vous coupez vos micros, vos caméras et vous utilisez la rubrique qui s'appelle questions pour poser vos questions. Il sera répondu au fil de l'eau et nous aurons en fin de réunion une petite session d'échange questions-réponses. Vous aurez également à disposition ensuite les slides d'une part, l'enregistrement d'autre part. Donc je passe la parole tout de suite à Tristan Hubé de l'ADEME pour démarrer la présentation. Bonjour à tous. Merci Daniel pour ces premiers mots introductifs. Donc moi je suis Tristan Hubé, je travaille au service industrie de l'ADEME et je suis en charge des sujets d'efficacité énergétique et de décarbonation de l'industrie. Donc comme vous le savez, le dispositif d'abattement du TURP est un soutien aux entreprises françaises, dans le sens où c'est bel et bien un outil et un soutien aux investissements dans des actions d'économie d'énergie et donc, in fine, un soutien à la compétitivité industrielle. Comme l'a dit Daniel, dans un premier temps, Esther Lermite et Chloé Le Baron du Bureau des marchés de l'électricité de la DGEC vous présenteront les aspects réglementaires dont les dernières évolutions datent d'avril dernier. Et dans un second temps, Lionel Barbet du bureau d'études Optinergie nous détaillera comment rédiger un dossier PPE de qualité, c'est-à-dire les éléments indispensables à la fois pour la rédaction, pour faciliter la rédaction d'un PPE, mais également pour faciliter l'instruction du dossier par les DREAL et le préfet de région. En tout état de cause, le dossier PPE doit être pédagogique dans sa rédaction, c'est-à-dire que les objectifs et les actions d'économie d'énergie doivent être justifiés et argumentés. Donc bon webinaire à toutes et tous. Je laisse la parole à Esther Lermite pour le contexte réglementaire. Bonjour à tous. Donc Esther Lermite de la Direction générale de l'énergie et du climat. Je vais commencer par vous présenter le contexte réglementaire lié à ce dispositif d'abattement du TURP. Donc le dispositif d'abattement TURP a été introduit par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015. Et cette loi permet aux entreprises électro-intensives de bénéficier de conditions d'approvisionnement en électricité et notamment des réductions sur le tarif de transport de l'électricité. Donc, pour être éligible à ces réductions tarifaires, la loi indique que les entreprises concernées doivent mettre en œuvre une politique de performance énergétique. Donc, c'est dans ce cadre-là que les premiers plans de performance énergétique ont débuté en 2016 et donc les premiers sont arrivés à terme en fin d'année 2020. Donc, un nouveau décret du 10 avril 2021 qui est applicable depuis le 1er avril 2021, est venu modifier les modalités d'abattement
du dispositif d'abattement du TURP. Donc, comme l'indiquait Daniel, suite à la suite d'échanges avec la Commission européenne, qui portait sur la conformité de ce dispositif aux règles européennes en matière d'aide d'État. Il faut savoir que dans le dispositif d'abattement TURP qui était précédemment en vigueur, le taux de réduction était fixé et appliqué de manière homogène à toutes les catégories de consommateurs éligibles. Et donc, ces critères étaient définis dans l'annexe de l'article D341-9 du Code de l'énergie. Et ces critères portaient sur la base sur les critères d'électro-intensivité dans un premier temps, donc les sites ou les entreprises électro-intensives ou hyper électro-intensives, et également en fonction de leur profil de consommation. Donc, soit profil stable, anticyclique, ou les sites de stockage d'énergie également. Donc, les négociations avec la Commission européenne ont abouti sur un accord qui a induit plusieurs modifications. Donc, tout d'abord, la suppression du critère d'électro-intensivité parmi les critères d'éligibilité du dispositif pour ne se concentrer que sur des critères liés au profil de consommation. Deuxième modification, ça a été la révision des modalités de calcul du taux d'abattement du TURP selon une méthode dite de ligne directe, et donc la possibilité de revoir ces taux à chaque révision du TURP. Troisième modification, l'écrêtement du taux d'abattement de manière à ce que le TURP résiduel couvre les coûts directement imputables au site considéré. Ensuite, il y a également une autre modification qui est l'assujettissement de l'ensemble des bénéficiaires hors site de stockage d'énergie à l'élaboration d'un plan de performance énergétique, puisqu'auparavant, les entreprises qui étaient dans la catégorie autres sites n'avaient pas cette obligation. Désormais, tous les bénéficiaires, donc hors site de stockage, doivent rédiger un plan de performance énergétique. Et enfin, donc la mise en œuvre de l'ensemble de ces nouvelles dispositions au plus tard pour le 1er avril 2021. Alors, je vais vous présenter les nouveaux critères d'éligibilité, donc qui ont été simplifiés puisqu'il n'y a plus de critères d'électro-intensivité. Donc, les nouveaux critères ne reposent que sur les données de consommation. Donc, on a une première catégorie qui est la catégorie des profils stables. Donc là, l'électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité doit être supérieure à 10 GWh et la durée d'utilisation du réseau doit être supérieure ou égale à 7000 heures. Donc, pour ces cas-là, le taux de réduction applicable est au maximum de 81%. La deuxième catégorie concerne les profils anticycliques. Dans ce cas, l'électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité doit également être supérieure à 10 GWh et le taux d'utilisation du réseau en heure creuse doit être compris entre 0,4 et 0,44. Le taux applicable dans ces cas-là est au maximum de 74%. Ensuite, la catégorie grands consommateurs. Donc là, on vise les entreprises dont l'électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport est supérieure à 500 GWh et toujours avec un taux d'utilisation du réseau en heure creuse compris entre 0,4 et 0,44. Pour ceci, le taux de réduction du TURP applicable est au maximum de 76%. Et enfin, donc la dernière catégorie, les sites de stockage d'énergie, pour lesquels donc là l'électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport doit être supérieure à 10 GWh et le taux d'utilisation du réseau en heure creuse toujours compris entre 0,4 et 0,44. Donc là, le taux de réduction applicable est de 50%. Pour permettre le recueil et l'analyse des données de consommation de ces sites qui font la demande d'abattement du TURP, il y a également le délai d'instruction des demandes par la DRIEAT et les DREAL qui a été porté à 3 mois, contre 2 mois auparavant.
Donc, en termes de calendrier, en janvier, il y a un recueil et une consolidation avec analyse des données de consommation sur les 3 dernières années qui est faite par RTE. Et en février, donc transmission de la liste des sites éligibles à l'abattement du TURP, la DRIEAT et au DREAL par RTE. Donc, comme indiqué un peu plus tôt, en contrepartie de la hausse du taux d'abattement du TURP, puisque la plupart des sites éligibles ont vu leur taux augmenter avec les nouveaux critères, et en particulier les sites qui étaient auparavant classés sous les anciens critères dans la catégorie autres sites ont vu leur taux nettement augmenter. Donc, en contrepartie de cette hausse, tous les sites bénéficiaires du dispositif, donc excepté, comme on l'a dit auparavant, les sites de stockage d'énergie, sont désormais assujettis à l'élaboration d'un plan de performance énergétique et à la mise en œuvre d'un système de management de l'énergie. Donc, dans ce cadre, le décret prévoit des mesures transitoires pour les sites qui étaient déjà éligibles au dispositif au 1er janvier 2021, sans être soumis à PPE jusqu'alors, pour qu'ils puissent se mettre en conformité. Ça va concerner essentiellement les sites qui étaient anciennement dans la catégorie autres sites. Donc, ces sites ont jusqu'au 30 novembre 2021 pour déposer le plan de performance énergétique. Et ils ont jusqu'au 1er novembre 2022 pour mettre en œuvre un système de management de l'énergie qui est certifié ISO 50001. Donc, comme indiqué également auparavant, le décret introduit également une nouvelle méthode de calcul et d'application des taux d'abattement du TURP. Donc, pour commencer, un barème de taux moyen de réduction par catégorie de consommateurs qu'on a vu auparavant, qui a été déterminé par catégorie de consommateurs, donc selon ce qu'on appelle une évaluation dite de ligne directe. En fait, elle représente le coût d'une ligne unique qui relierait le consommateur aux moyens de production les plus proches. Donc, il y a une moyenne du coût de ces lignes qui a été faite pour chacune des différentes catégories. Donc, ça a été calculé sur la base des sites éligibles en 2018. Et donc, ces taux ont été calculés en moyenne à l'échelle de chacune de ces catégories, de manière à ce qu'on puisse assurer une péréquation entre les sites éligibles de cette catégorie, donc sans faire de distinction sur la situation géographique propre à chaque site éligible. Ensuite, donc pour chaque site éligible, le gestionnaire du réseau de transport calcule également à chaque fois le montant des coûts directement imputables aux consommateurs, de manière à ce que cela représente le coût des ouvrages que le site est seul à utiliser, donc ce qu'on appelle le coût des ouvrages non maillés, donc qui servent à l'alimentation du site, auquel on déduit le coût de raccordement qui a déjà été acquitté par le consommateur en question, et auquel on s'ajoute le coût des pertes électriques induites par le soutirage. Donc, ainsi, le montant de TURP résiduel d'un site doit permettre de couvrir à minima les coûts qui sont directement imputables à ce site. C'est pour ça que je vous indiquais sur les taux qu'on a vus auparavant, ce sont les taux maximum. Potentiellement, un site pourrait avoir un taux d'abattement inférieur si effectivement le montant de TURP résiduel du site ne permet pas de couvrir l'ensemble des coûts qui seraient directement imputables à ce site. Je vais maintenant passer la main à Chloé Le Baron pour vous présenter le calendrier de mise en œuvre du nouveau dispositif. Voilà, donc bonjour à tous, Chloé Le Baron aussi de la DGEC. Donc moi je vais essayer de préciser le calendrier de mise en œuvre pour 3 cas. Donc voilà, on va voir chaque cas un par un. Donc pour le premier cas, lorsque les sites éligibles à l'abattement TURP
voilà, qui étaient déjà assujettis à plan de performance énergétique pour la période 2016-2020, dans ce cas-là, dans les 1 an après la transmission de l'attestation pour l'abattement 2021, vous allez devoir transmettre un nouveau plan de performance énergétique pour la deuxième période, c'est-à-dire 2021-2025. Selon les mêmes modalités que le plan initial, vous allez fixer un nouvel objectif au 31 décembre 2025, qui doit être donc atteint dans les 5 ans, et tout ça en fait en tenant compte des actions qui ont déjà été réalisées sur la période précédente. Voilà, pour que l'entreprise puisse donc continuer à bénéficier de la réduction. Comme pour la période précédente, le site doit maintenir son système de management de l'énergie certifié ISO 50001. La deuxième date à retenir, donc c'est avant le 30 novembre 2021, c'est ce que disait Esther tout à l'heure. Il faut aussi que vous fassiez la transmission donc, de la nouvelle demande à bénéficier de l'abattement en 2022 à l'ADREAL. Et donc cette nouvelle demande d'abattement est maintenant en ligne, le formulaire est en ligne sur le site du MPE, vous pouvez le trouver. Ensuite, donc, comme disait Esther, la durée d'instruction par l'ADREAL a été allongée de 2 mois à 3 mois. Donc, à présent, voilà, l'ADREAL aura au plus 3 mois à compter de la constatation de la complétude du plan de performance énergétique, c'est-à-dire que le PPE doit être complet, pour en fait donner sa réponse sur confirmer ou non la validation du plan de performance énergétique. S'il n'y a pas de réponse de l'ADREAL, le silence vaut accord dans un délai de 3 mois. Pour le deuxième cas qu'on va parler ici, c'est lorsque les sites étaient déjà éligibles à battement TURP au 1er janvier 2021, mais ils sont nouvellement assujettis donc, à plan de performance énergétique depuis du coup, le décret. Donc, avant le 30 novembre 2021, ils doivent également transmettre donc, un plan de performance énergétique, qui sera donc leur premier plan de performance énergétique et qui va également donc, fixer un objectif au 31 décembre 2025, qui doit donc être atteint dans les 5 ans. Également, à cette même date, donc le 30 novembre 2021, vous allez faire votre nouvelle demande pour bénéficier de l'abattement en 2022. Également, sur ce cas-là, dans les 3 mois après le PPE complet, l'ADREAL va instruire le PPE et donc va vous faire un courrier confirmant ou non la validation du plan de performance énergétique. Le silence vaut accord dans un délai de 3 mois également. Donc, la nouveauté dans ce cas, c'est avant le 1er novembre 2022, c'est également ce qu'indiquait Esther tout à l'heure. Ces sites doivent mettre en place donc, un système de management de l'énergie certifié ISO 50001. Voilà, il faut donc l'obtenir avant le 1er novembre 2022. Et enfin, le troisième cas, c'est lorsque les sites sont nouvellement éligibles à battement TURP, c'est-à-dire depuis le décret avec les nouveaux critères, donc depuis avril 2021. Dans ce cas-là, c'est donc avant le 30 novembre 2021 qu'il y aura la transmission de la demande de bénéficier de l'abattement en 2022. Et donc, dans les 1 an, après cette transmission de l'abattement, il va falloir transmettre le plan de performance énergétique qui va également fixer un objectif pour 5 ans, c'est-à-dire au 31 décembre 2026. Parce que là, il y a en fait 1 an de décalage par rapport aux 2 autres cas précédents. Donc voilà, et toujours pareil, l'ADREAL aura 3 mois après le PPE complet pour instruire la demande et faire un courrier de validation au nom du plan de performance. Évidemment, dans ces 3 mois, il peut y avoir des échanges avec l'ADREAL sur le plan de performance, des demandes de compléments, etc. Silence ou accord également dans un délai de 3 mois. Et donc là, c'est dans les 18 mois après la transmission de l'attestation pour l'abattement 2022 que les sites qui sont concernés doivent donc mettre en place un système de management de l'énergie certifié ISO 50001 pour continuer de bénéficier de l'abattement. Voilà, je vais maintenant passer la main à Lionel d'Optinergie. Merci Chloé. Par contre, voilà, c'est en train d'arriver. C'est bon normalement. Voilà, je te remercie Chloé. Donc effectivement, je vais vous présenter cette partie qui concerne la rédaction d'un plan de performance énergétique de qualité. Je tiens à préciser avant de démarrer cette présentation que certaines diapositives qui vont suivre
vont peut-être paraître basiques ou évidentes, notamment pour les industriels qui sont déjà soumis au plan de performance énergétique. Mais bon, cette présentation étant destinée également potentiellement aux nouveaux entrants dans le dispositif, on a jugé utile quand même de faire certains rappels, notamment sur certains points relatifs à l'ISO 50001. Donc voilà, veuillez m'excuser par avance pour ceux qui connaissent déjà peut-être tout ça par cœur, en tous les cas certaines diapositives. Donc en ce qui va concerner la définition du périmètre et de l'activité du site, donc c'est la première grosse partie de votre plan de performance énergétique. Donc il faudra effectivement définir le périmètre de vos installations soumises donc, qui bénéficient de la réduction du TURP. Donc en fait, suivant le cas de figure, il peut y avoir un site ou plusieurs sites qui seront contrôlés par un même organisme. Néanmoins, il sera exigé un plan de performance énergétique par site dans tous les cas. En ce qui concerne la performance énergétique, c'est un rappel ici de l'ISO 50001. Donc la performance énergétique, c'est un résultat mesurable lié à l'efficacité énergétique. Donc en fait, pour faire simple, ce que va regarder l'administration dans vos plans de performance énergétique, c'est bien l'amélioration de la performance et non forcément vos consommations brutes annuelles, ces évolutions pouvant être liées à l'augmentation d'une production. Et donc, la performance énergétique, elle, va pouvoir être évaluée en regard notamment des objectifs et des cibles énergétiques que vous devez mentionner de toute façon en étant certifié ISO 50001 d'une part, et dans votre plan de performance énergétique d'autre part. En ce qui concerne l'appréciation de votre PPE par rapport à l'administration, il sera utile de préciser si, voilà, notamment, vous êtes déjà certifié ISO 50001 ou si la certification va venir dans les prochains mois, notamment là aussi pour les sites nouvellement soumis à cette obligation, pour effectivement apprécier également la complétude du PPE. Une deuxième sous-partie dans la présentation du périmètre, c'est la présentation des process de production et des utilités en jeu. Donc, par rapport à cette partie-là, dans votre PPE, on vous demandera de présenter plutôt de façon claire et succincte vos process de production et les principales utilités en jeu. Voilà, l'objectif, c'est pas de noyer l'instructeur dans des détails, un détail intime du procédé, mais c'est de voir les grandes masses. Et donc, on privilégiera des schémas de principe simplifiés qui indiquera notamment les flux de matière, mais également les flux énergétiques à chacune des étapes de production. On vous met ici un exemple de représentation simplifiée pour qu'on puisse appréhender, je dirais, un petit peu les grands enjeux en termes de process et d'utilité industrielle sur votre site, je dirais en quelques schémas. En ce qui concerne la liste des équipements et des usages avec indication donc des puissances associées, donc là l'objectif c'est d'avoir un listing de tous ces usages-là, et notamment un listing qui va concerner principalement ce qu'on appelle les usages énergétiques significatifs. Donc pour rappel, un usage énergétique significatif est un usage qui va représenter une part importante de la consommation d'énergie sur votre site, ou un usage qui peut offrir un potentiel très important d'amélioration de la performance énergétique. La description de ces US est de toute façon obligatoire dans le cadre d'une certification ISO 50001, donc vous êtes à même de les définir. C'est surtout la description des équipements concernant ces usages qui sera demandée dans le PPE. Alors en ce qui concerne les critères de sélection des US, c'est souvent suite à la réalisation des bilans énergétiques du site qu'on sera amené effectivement à sélectionner les US de son site. Toujours dans la partie descriptive de votre périmètre, on va rentrer un peu plus dans le détail, notamment de la répartition de vos consommations d'énergie. Donc, sera demandé dans le cadre du PPE donc une répartition par type d'énergie. Donc, on dissociera bien entendu les différents types d'énergie que vous pouvez avoir sur vos sites, l'électricité, les énergies fossiles, biomasse, etc. Et puis, on vous demandera de présenter les bilans de répartition des consommations par usage. Donc, afin d'avoir une vision claire, notamment
potentiellement vis-à-vis de vos UES. Donc le bilan énergétique donc, permettra de définir, que vous présenterez, permettra de définir la répartition de la consommation par source type d'énergie, la répartition de la consommation d'énergie par usage entre les procédés, entre les utilités industrielles, et présentera également les différentes pertes d'énergie, alors soit par la méthode de bilan direct, via des dispositifs de comptage, ou avec des méthodes de bilan indirect, par exemple avec des pertes aux fumées, etc. sur les installations. Au niveau de vos bilans, on vous demandera d'indiquer clairement si ces différents flux d'énergie ont été calculés ou font l'objet de plans de comptage ou ont été estimés parce que vous n'avez aucun moyen, on va dire, fiable de calcul ou de mesure pour les quantifier. De préférence, toutes les consommations énergétiques, donc quelle que soit l'énergie considérée, seront exprimées en mégawattheures pour simplifier là aussi l'analyse du PPE par les instructeurs de REAL. Donc évitez, voilà, si vous mentionnez des tonnes pour du fuel ou de la biomasse, etc., ou des tonnes de vapeur, si vous êtes livré en vapeur, de préférence, transformer ces unités-là aussi en mégawattheures pour avoir des comparatifs simples entre les différentes énergies et les enjeux de chacune des énergies sur votre site. Alors le bilan énergétique, vous serez certainement amené à en présenter plusieurs dans votre PPE. Je dirais à minima celui pour chacune des énergies associées au périmètre global du site. Mais vous pouvez également, si vous le jugez pertinent, présenter des bilans énergétiques dédiés à une utilité industrielle, une chaufferie par exemple, une production de froid, une production d'air comprimé, voilà, montrant notamment l'efficacité ou la performance de ces utilités-là sur lesquelles on peut retrouver du benchmark assez facilement. Une présentation visuelle des bilans énergétiques est également appréciée. Alors soit avec une répartition, alors bon là ce sont des exemples, mais si vous pouvez présenter visuellement vos bilans énergétiques comme vous le souhaitez. Donc là, c'est à titre d'exemple, diagramme de Sankey, des Pareto ou une répartition par camembert et d'autres répartitions si vous le souhaitez, mais c'est vrai qu'une représentation visuelle qui permet de mesurer un petit peu les enjeux de chacune des énergies sur le site est appréciée dans le PPE. Alors un petit focus également sur la description du plan de comptage. Je dirais c'est peut-être un petit peu un des points sur lesquels on vous demandera d'être un petit peu plus précis qu'auparavant. Puisque alors le plan de comptage, c'est l'ensemble des compteurs divisionnaires que vous avez sur votre site, qui va vous permettre effectivement d'avoir une vue dynamique de vos consommations d'énergie. Et le plan de comptage va notamment permettre d'évaluer l'impact des actions d'efficacité énergétique mises en place, ainsi que les potentiels d'amélioration encore inexploités. Donc l'objectif en fait dans le PPE de la description du plan de comptage, il est double. C'est bien de montrer que déjà vous mettez en place un contrôle des énergies sur votre site et que vous êtes capable de mesurer les économies d'énergie réalisables par la réalisation de telle ou telle action. Donc le PPE devra intégrer donc une description du plan de comptage existant, ainsi que son évolution prévisionnelle à long terme. Les entreprises ayant généralement toujours un petit peu de travail à faire là-dessus, même celles qui sont déjà bien équipées. La description du plan de comptage pourra se faire dans un tableau qui précisera pour chaque comptage l'énergie, l'usage, le moyen de relève, la fréquence de vérification des compteurs, par exemple. Et afin de préciser l'emplacement des compteurs et de permettre aux instructeurs du dossier de mieux visualiser l'ampleur du plan de comptage par rapport à votre site et ses enjeux, des architectures énergétiques pourront également être réalisées. Alors ici, on vous présente un exemple de listing et un exemple d'architecture énergétique sur lequel on fait apparaître effectivement les compteurs divisionnaires qui ont été positionnés, alors sur lesquels bien sûr vous pouvez rajouter des numérotations, etc. pour faciliter la lecture, toujours pareil vis-à-vis de l'instructeur. Généralement, au niveau du plan de comptage, sur des sites industriels fortement consommateurs, il est recommandé d'avoir donc une supervision énergétique ou un EMS pour avoir des télérelèves de ces compteurs et pouvoir faciliter, on va dire, l'exploitation de toutes ces données.
Donc, quelques mots sur ces outils-là et notamment peut-être les subventions que vous pourrez solliciter prochainement, enfin même déjà, mais sur l'ensemble de ces équipements, que ce soit les compteurs ou les EMS. Donc, l'EMS, en fait, historiquement, ce sont les outils informatiques qui sont utilisés par les gestionnaires de réseaux de transport d'électricité pour surveiller, contrôler et optimiser les performances de ces installations. Par analogie, les logiciels EMS se sont déployés et ont été proposés, je dirais, à tout un tas d'autres acteurs, que ce soit donc, le secteur industriel comme le secteur tertiaire. Et donc, on parle d'EMS où on peut parler également de logiciels de supervision énergétique. Ces équipements-là, donc ces outils-là sont fortement recommandés, on va dire, sur des sites électro-intensifs pour maîtriser au mieux les flux énergétiques avec une vue dynamique, je dirais, des consommations. Donc, dans le PPE, on vous demandera si vous avez un tel outil, bien sûr, de le présenter rapidement. Et si vous n'en avez pas, effectivement, vraisemblablement de mentionner, en tous les cas, le souhait d'acquisition d'un tel outil pour améliorer votre plan de comptage. Parce que sans comptage, c'est compliqué de pouvoir suivre au plus près ses consommations et de valider les potentiels d'économie d'énergie. Alors, pour vous aider justement dans le déploiement de ces plans de comptage et l'outil de télérelève associé, sachez que vous avez deux dispositifs actuellement mobilisables. Le premier dispositif, ce sont les certificats d'économie d'énergie avec la fiche 1 de UT 134, donc qui concerne les systèmes de mesurage d'indicateurs de performance énergétique. Donc, pour bénéficier de cette fiche, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir des compteurs déjà. Alors, les compteurs peuvent déjà être en place, en place depuis même plusieurs années dans les entreprises. La fiche peut quand même être utilisée dans ce cas-là. Il faut également donc un outil de télérelève qui est capable de mettre en place des alertes, de réaliser des rapports mensuels, également de calculer en temps réel les indicateurs de performance énergétique. On vous a mis ici le détail de la fiche de calcul pour cette fiche indutée 134. Et à titre d'exemple, si vous avez un équipement, par exemple une chaudière qui a une puissance de 5 MW et que vous monitorez, c'est-à-dire vous avez un compteur de gaz d'un côté, un compteur de calories de l'autre pour être capable de mesurer son rendement direct. Et si votre site tourne en 3/8 sans arrêt le week-end, vous avez un potentiel de C2E d'environ 22 000 € pour effectivement procéder à la mise en place donc d'un outil de télérelève et de calcul d'IPE en temps réel sur cette installation. Cette fiche, sur cette fiche, on peut cumuler les équipements du moment que chacun des équipements monitorés a une puissance unitaire inférieure à 10 MW. Donc, vous pouvez ainsi rechercher des C2E pour monitorer notamment tout ce qui est utilité industrielle, production de froid, production de chaleur, production de vapeur, production d'air comprimé, mais également les procédés industriels, si vous êtes à même de mesurer les consommations d'énergie propres au process et à remonter dans l'outil de télérelève également les données de production pour calculer les IPE relatifs au process industriel. La deuxième aide que vous pourrez mobiliser dans le cadre de l'amélioration de votre plan de comptage, c'est France Relance, notamment avec le guichet ASP décarbonation, puisque la catégorie numéro 11, qui concerne les systèmes de mesure, enregistreurs, éventuellement accompagnés d'un logiciel, etc., sont éligibles aux subventions dans le cadre de France Relance, avec des plafonds qui sont différents suivant les catégories d'entreprises, mais qui peuvent donc aller, alors on va dire petites entreprises, il y a peu de chances que vous soyez dans cette catégorie, mais pour les grandes entreprises, quand même 30% d'aide financière supplémentaire au C2E, puisque les deux aides sont cumulables, C2E et France Relance, du moment que l'ensemble des aides n'excède pas 80% de l'investissement. Donc voilà un petit peu le petit focus là sur le plan de comptage et les aides associées. Il peut y avoir effectivement d'ici fin 2022 une bonne opportunité pour vous pour avancer dans l'amélioration de votre plan de comptage. Ce qui sera bien évidemment apprécié dans votre PPE. Maintenant, ce qui concerne la définition de l'année de référence, qui sera le dernier point sur ce chapitre description du périmètre et des activités. Donc la définition de l'année de référence
là aussi fait l'objet d'une définition au niveau de la norme ISO 50001. Donc c'est l'année qui va servir de base pour la comparaison des performances énergétiques, donc notamment pour les années futures. L'année de référence devra être argumentée et justifiée dans le cadre du PPE et elle doit être représentative d'un fonctionnement normal de votre site et donc permettre d'observer, je dirais, de façon honnête, l'évolution de votre performance énergétique. Pour un même site, plusieurs consommations de référence peuvent être fixées suivant l'activité, des consommations de référence bien sûr sur les différentes énergies et des consommations ou plutôt des productions de référence, donc relatives aux données de votre activité industrielle. Alors, au niveau du plan de performance énergétique, on ne vous demandera pas forcément de réactualiser l'année de référence, votre année de référence, notamment pour ceux qui sont déjà dans le dispositif de la réduction de TURP, donc depuis 5 ans, puisque on appréciera plutôt, je dirais, l'évolution de votre performance énergétique sur le long terme dans le cadre du PPE, alors que, contrairement à ce que peut dire l'ISO 50001, l'année de référence doit être régulièrement réactualisée. Donc par rapport à ça, c'est vrai qu'entre le PPE1 et le PPE2, ce sera intéressant de montrer un petit peu par rapport à ce que vous avez déjà obtenu en termes de résultats sur les 5 dernières années, de voir si effectivement ce que vous prévoyez, ce que vous projetez pour le PPE2 en termes d'amélioration de la performance énergétique, on est sur un effort qui sera similaire aux 5 années précédentes. Si vous êtes sur un effort qui est plus important en termes de réduction, ou si vous êtes sur un effort moindre, et dans ce cas-là, qu'il faudra effectivement justifier. On verra notamment dans les parties suivantes les différents comment dire, leviers qui permettent de justifier que c'est plus compliqué de réduire d'autant plus les consommations d'énergie à activité équivalente. Un petit autre point en ce qui concerne l'année 2020, année particulière par rapport à la crise sanitaire. Si les sites industriels n'ont pas été impactés, je dirais, par rapport à la crise sanitaire en termes d'activité, cette année de référence pourra être choisie, notamment pour les nouveaux entrants dans le dispositif. Il n'y a pas de contre-indication par rapport à cela. L'essentiel étant donc d'argumenter, de justifier l'année de référence choisie. Voilà donc pour cette première partie. J'aborde maintenant un second chapitre de ma présentation, à savoir la définition et l'argumentation autour de l'objectif de performance énergétique. Alors pour y parvenir, en fait, on va vous demander d'utiliser bien sûr les indicateurs de performance énergétique. Donc les indicateurs de performance énergétique sont des indicateurs qui vont permettre de mesurer la performance énergétique et de la quantifier. Les IPE peuvent être définis soit sous forme d'une mesure simple. Généralement, c'est un ratio, c'est-à-dire une consommation d'énergie ramenée à une donnée d'activité. Ou alors, ça peut être également des modèles plus complexes, un modèle mathématique, parce que, effectivement, dans certains cas, la modélisation des consommations est nécessaire. Alors, la présentation des IPE dans le plan de performance énergétique devra être claire et instructive, constructive, donc pour effectivement évaluer les performances énergétiques des différents usages concernés. Donc là aussi, on va le voir, mais petite évolution par rapport au PPE1, on parlait essentiellement d'un IPE agrégé au niveau du site. On vous demandera pour les nouvelles versions de PPE d'avoir toujours cet IPE agrégé, bien sûr, ce qui représente une évolution globale de la performance énergétique du site, mais également peut-être la mise en place aussi d'autres indicateurs sur les autres UES sur l'ensemble des UES de votre site pour apprécier notamment l'évolution de la performance énergétique, soit sur le process, soit sur vos utilités industrielles, de façon plus simple. Donc l'ADEME conseille aux entreprises de construire des IP communs à chaque secteur industriel. Ça, on le verra dans une troisième partie de la présentation. Et donc, effectivement, petit focus entre IPE agrégé ou plusieurs IPE. La réponse à la question, ça va être les deux. Donc, l'IPE agrégé, c'est ce qui était demandé à minima dans les PPE, on va dire 2016-2020.
où on prenait l'ensemble des consommations d'énergie du site industriel, la production du site, et on définissait un IP agrégé. Bon, ce qui est un petit peu aussi l'inconvénient de mélanger différents types d'énergie. Et donc, là, pour les nouveaux PPE, on vous demandera d'aller un petit peu plus loin, donc notamment en définissant, si cela est possible, bien sûr, une répartition des consommations d'énergie suivant votre process, suivant vos utilités industrielles, de ramener la consommation de process avec la production et de définir des IPE process. Et en ce qui concerne les utilités industrielles, de pouvoir définir des IPE sur les utilités industrielles qui généralement sont des usages énergétiques significatifs également sur vos sites industriels. Donc voilà un petit peu la philosophie, l'idée, tout ça pour augmenter un petit peu le nombre d'indicateurs de performance énergétique qui pourraient être appréciés par l'ADREAL lors de l'instruction de vos dossiers, et puis surtout pour vous, mettre en évidence l'amélioration de la performance énergétique sur tel ou tel usage, ce qui pourrait être un petit peu noyé, on va dire, des fois dans l'IP agrégé. Voilà, donc pour conclure sur cette diapositive, voilà, progressivement, effectivement, et on voit que c'est en lien d'ailleurs avec l'amélioration du plan de comptage, la mise en place de plusieurs IPE, on va dire, pour toujours avoir des analyses plus fines de la performance énergétique sur vos sites. En ce qui concerne donc les utilités industrielles, quelques idées d'indicateurs de performance énergétique. Alors, en ce qui concerne les chaufferies, on va retrouver les notions de rendement en termes d'IPE, les kilowattheures d'énergie consommée par tonne de vapeur ou par mètre cube d'eau chaude ou de fluide énergétique produit, les taux de retour condensat pour les chaufferies vapeur, par exemple. Pour les centrales d'air, on va retrouver les watts par mètre cube. On peut également avoir le taux de fuite qui peut être un indicateur intéressant à suivre régulièrement. Pour ce qui va concerner la production de froid ou la production de chaud par pompe à chaleur, ce sera l'EER ou le coefficient de performance qui sera intéressant de suivre. Également, on peut avoir un IP sur tout le chauffage, avec des kilowattheures par degré jour unifié par mètre carré de local chauffé. Des IP également sur les grosses installations de ventilation ou de pompage, exprimés en watts par mètre cube. Alors bien sûr, tous ces IP ne sont pas obligatoires, ça dépend de vos usages énergétiques significatifs, et ça dépend également, bien sûr, des moyens de comptage que vous avez en place ou que vous allez progressivement déployer sur vos sites dans le cadre de l'amélioration de votre performance énergétique. En ce qui concerne les IP process, on est sur quelque chose d'assez classique là aussi. Des IP process à dissocier par typologie d'énergie primaire, entre l'électricité, le gaz naturel, etc. Où là, on va retrouver des IP process par rapport à votre production. On peut également avoir des IP process sur l'énergie transformée. C'est là d'ailleurs qu'on peut faire le lien entre les IP utilités et les IP process, puisque l'énergie transformée, que ce soit de l'air comprimé, de la vapeur ou de l'eau glacée, etc., sont autant de fluides qui sont généralement consommés directement au niveau du process, et vous permettra également d'ailleurs d'avoir un petit peu la performance de ces usages-là, de ces énergies-là, on va dire, sur vos process. Là aussi, généralement, nécessite bien sûr un déploiement de plan de comptage pour pouvoir mettre en place ces indicateurs. Quelques mots sur les incertitudes sur les indicateurs de performance énergétique. Ce point-là étant obligatoire, on le rappelle, dans le plan de performance énergétique. Donc l'incertitude va renseigner en fait sur la qualité de la mesure et notamment la confiance que l'on va donner dans cette mesure, puisque différents paramètres peuvent effectivement donner un certain pourcentage d'incertitude sur une mesure. Alors juste, je rappelle qu'au niveau de l'ISO 50001, là aussi, de toute façon, dès que vous avez du comptage interne sur vos sites, vous devez de toute façon prouver la fiabilité de vos systèmes de comptage dans le temps. Ici, on vous présente les principales causes d'incertitude que l'on peut avoir sur une mesure, sachant que bien sûr, suivant le cas de figure, ces cinq causes principales ne sont pas forcément à considérer dans leur intégralité. Par exemple, parce qu'on va concerner le mode opératoire ou la main-d'œuvre, là on est plutôt sur de la mesure avec processus de mesure par échantillonnage, prélèvement d'échantillons. Donc voilà, si on compte par exemple une énergie électrique,
avec un compteur de l'énergie électrique, ces deux causes d'incertitude ne sont pas considérées, bien entendu. Généralement, on va avoir des incertitudes sur les moyennes mesures, avec les dérives dans le temps que l'on peut avoir au niveau des compteurs, donc avec effectivement la mise en place d'étalonnage, on va dire, à fréquence régulière pour on va dire, minimiser cette cause d'incertitude, et ainsi de suite. Donc, dans le cadre du PPE, en fait, l'objectif de tout ça, c'est de regarder la cohérence entre l'objectif visé en termes de réduction de consommation d'énergie ou d'amélioration de la performance et l'incertitude qui est liée aux mesures qui permettent de déterminer l'IPE. Voilà. Donc, ce qu'on veut éviter dans les PPE, c'est qu'effectivement, il y a un objectif de réduction, par exemple, d'amélioration de la performance énergétique de 5% sur 5 ans, avec une incertitude de 3 ou 4%, ce qui effectivement rendrait un petit peu caduque, on va dire, l'appréciation de l'amélioration de la performance énergétique. C'est pour ça que c'est demandé en fait d'avoir effectivement ces calculs d'incertitude pour quand même l'apprécier et être sûr qu'on est quand même sur un ordre de grandeur qui soit plus faible, on va dire, que les pourcentages de réduction au niveau de l'objectif. Également, dans votre PPE, on vous demandera d'analyser les impacts externes sur les indicateurs de performance énergétique. Là aussi, c'est une obligation de toute façon de la norme ISO 50001. Et donc, ces facteurs influents doivent être identifiés, et notamment s'ils ont une influence importante sur vos IPE, bien sûr, il faudra les intégrer dans l'analyse d'évolution de vos indicateurs de performance énergétique. Ici, je vous présente quelque chose, je l'espère, qui sera assez simple à comprendre. Vous avez ici la caractérisation, on va dire, de l'influence de l'humidité d'entrée d'un produit dans un séchoir, dans un dispositif de séchage, par rapport donc à l'indicateur de performance énergétique qui est la consommation en kilowattheure amenée aux tonnes d'eau évaporée. On se rend compte que plus le produit est sec en entrée du dispositif de séchage, plus la performance énergétique du séchage est dégradée. Et à contrario, plus l'humidité est élevée et plus il est facile d'enlever l'eau libre, par exemple, au niveau du produit que l'on sèche. Donc, c'est un facteur influent qui n'est pas négligeable, puisqu'on voit ici qu'il peut y avoir des écarts de l'ordre de 15-20%, suivant qu'on se situe à droite ou à gauche de la courbe. Et donc, il faut être capable, effectivement, de pouvoir recaler son indicateur de performance énergétique en prenant en compte ce facteur influent. Alors, en ce qui concerne la définition de l'objectif à 5 ans, puisque c'est quelque chose qui vous sera là aussi demandé, cet objectif va se définir en pourcentage d'amélioration de la performance énergétique, donc via la mise en place d'un plan d'action d'économie d'énergie. Je reviendrai en dernière partie d'ailleurs sur ce qu'on attend de vous sur le contenu de ce plan d'action. Donc cet objectif pourra être scindé en objectifs sur chacun de vos indicateurs de performance énergétique, le tout devant être cohérent avec l'atteinte de l'objectif global du site. Voilà. Donc effectivement, si on prend un exemple d'une fonderie qui souhaite réduire sa consommation par production d'une tonne d'aluminium de 5%, l'IPE agrégé qui sera exprimé en kilowattheure par kilogramme d'aluminium sera effectivement la valeur de référence à atteindre et la cible à atteindre. Mais effectivement, cet objectif pourra être atteint via plusieurs cibles dites secondaires et qui seront fixées sur les autres IP en fait, que vous aurez définis auparavant, à savoir par exemple une amélioration de 20% de la performance énergétique de l'air comprimé, une réduction de 50% sur les talons de consommation process et d'autres actions individuelles, etc. Donc voilà un petit peu l'idée. On reste sur effectivement une définition d'objectif global sur l'IP agrégé, mais après une évaluation également sur les IP secondaires. Troisième partie de ma présentation qui va concerner le positionnement de votre site dans le secteur d'activité concerné. Donc, pour apprécier là aussi un petit peu, je dirais, notamment dans le cas de figure où l'industriel a des difficultés à réduire ou à améliorer sa performance énergétique, notamment du fait qu'il a déjà fait beaucoup de choses auparavant. La notion de benchmark du secteur est effectivement importante pour effectivement que l'instructeur puisse apprécier si effectivement la performance énergétique du site en question, on est déjà dans quelque chose d'excellent ou si on est plutôt dans
dans les mauvais élèves, on va dire, du secteur. Donc, ce benchmarking, vous allez pouvoir l'opérer de plusieurs façons. Alors, notamment, une première possibilité, c'est de vous référer au BREF. Donc, ces documents qui retranscrivent les meilleures techniques disponibles et qui, généralement, font état de ratios ou d'indicateurs de performance énergétique globaux suivant les différents secteurs industriels et qui va vous permettre de vous comparer effectivement à ces situations dans les brefs. Voilà. Donc ça, c'est une première possibilité. Donc au niveau des brefs sectoriels, il y en a un certain nombre qui sont disponibles sur le site internet de l'INERIS. Donc notamment en ce qui concerne les secteurs de la chimie, la fabrication du verre, tout ce qui est fabrication de ciment, de pâte à papier, carton, voilà, raffinage de pétrole, de gaz, métaux non ferreux, etc. Pour ces brefs, voilà, généralement, on a des consommations, on va dire, de référence qui ont été définies et auxquelles vous pourrez effectivement vous comparer. Donc, ce benchmark, il doit s'accompagner d'une argumentation construite par rapport à la position de l'entreprise. Et effectivement, suivant votre niveau de performance par rapport à ce benchmark, justifier effectivement de l'objectif à 5 ans prévu précédemment. Si vous êtes dans le cas de figure d'avoir plusieurs sites industriels ayant la même activité, ou d'être regroupés au niveau de fédérations professionnelles, etc., qui vous permettent de vous comparer les uns aux autres, bien sûr, ce benchmark sectoriel sera aussi apprécié. Et ça va permettre aussi d'élargir un petit peu le comparatif, sachant qu'au niveau des brefs, ça reste quand même assez limité. Donc la comparaison intragroupe peut être utilisée, bien sûr, et bien sûr, on va dire recommandée par rapport à vos réductions de consommation d'énergie. Vous pouvez également vous rapprocher au niveau donc, de centres techniques industriels ou de fédérations professionnelles. Les fédérations professionnelles devant effectivement pouvoir vous aider sur la possibilité de consolider des IP communs dans une même branche, dans un même secteur industriel. Donc pour conclure sur cette partie, en gros, c'est pas la partie la plus évidente, clairement, de votre PPE. Néanmoins, elle reste obligatoire et elle n'est pas négligée, puisqu'elle permet quand même, vous l'avez compris, d'apprécier votre performance énergétique par rapport à votre secteur industriel, pour savoir si effectivement vous êtes plutôt déjà au départ dans la classe des bons élèves ou des moins bons élèves. En ce qui va concerner maintenant la rédaction et la présentation de votre plan d'action de performance énergétique, donc le plan d'action, pour rappel, c'est l'ensemble des actions d'efficacité énergétique que vous aurez identifiées pour les 5 années à venir. Ce plan d'action, bien sûr, est amené à évoluer année après année, notamment dans le cadre de la dynamique ISO 50001. Au niveau du plan d'action, on vous demandera bien sûr de présenter les économies envisagées, les investissements nécessaires à la réalisation, ainsi que le temps de retour sur investissement. Mais on vous demandera également d'autres choses. Je vais venir sur la diapo suivante. Vous pourrez regrouper bien sûr des actions dans des plans prioritaires, faire des groupes d'actions qui vous permettront d'atteindre certains objectifs. Et donc le plan de performance énergétique doit faire apparaître ce plan d'action quinquennal avec les échéances associées et les jalons par année civile. Donc pour voir effectivement année après année un petit peu l'évolution attendue de votre performance énergétique. Donc le plan d'action du PPE, vous pouvez l'intégrer dans votre document, on va dire global, qui reprend tous les chapitres que l'on a vus précédemment, mais également il faudra le retranscrire dans un fichier Excel type plan d'action Canva. Donc il est disponible sur le site du MTE, comme le disait Chloé tout à l'heure. Donc ce document Excel, c'est bien complémentaire à votre plan de performance énergétique et sera indispensable notamment pour le suivi des performances énergétiques de différents sites au niveau des DREAL régionales. Alors dans ce fichier Excel, on va retrouver donc différentes demandes d'informations, donc notamment la présentation de l'action et de son périmètre, donc avec l'UES correspondant et l'IP associé, le gain énergétique et les systèmes de vérification mesure qui sont mis en place pour effectivement avoir le suivi de cette action, notamment en termes de gain énergétique réel apporté, la planification, les investissements, mais également les subventions qui auront pu être mobilisées sur l'action, notamment les certificats d'économie d'énergie, mais également les aides France Relance.
Et enfin, les résultats obtenus, sur une fois l'action réalisée, avec en précision l'année de réalisation effective de cette action, qui peut être des fois différente de la date de réalisation programmée. Et l'impact de cette action sur l'indicateur de performance énergétique, l'impact sur la consommation également de référence du site. Donc en ce qui concerne l'atteinte de l'objectif, le plan d'action doit bien sûr permettre de prouver qu'il va permettre d'atteindre l'objectif de réduction globale sur les 5 années. Et donc, je disais, avec la présentation idéalement de jalons annuels qui va permettre d'apprécier, on va dire, l'évolution de la performance énergétique programmée dans le temps. Donc, on pourra par exemple avoir une synthèse de ce type avec, pour l'année 1, l'année 2, l'année 3, etc., un petit peu le pourcentage de l'objectif atteint avec la mise en place de tel ou tel graphe d'action qui permettra, in fine, de justifier de l'objectif global escompté, on va dire, à la fin de la période quinquennale. En ce qui concerne les investissements donc programmés dans le cadre de votre PPE, ils sont clairement effectivement demandés, puisque l'objectif en fait c'est que une partie non négligeable des réductions du TURP accordées soit bien sûr investie dans les solutions d'efficacité énergétique. Donc, il sera apprécié dans votre plan de performance énergétique de mentionner également le montant de l'amortissement du TURP estimé et réalisé d'ailleurs une fois que l'année est passée, que vous avez obtenu, et de montrer par rapport aux investissements que vous faites en travaux d'efficacité énergétique ce que ça va représenter en termes de pourcentage d'investissement réinvesti par rapport à l'abattement TURP dont vous avez pu bénéficier. Voilà. Là aussi, pour apprécier bien sûr les efforts qui sont faits par les industriels sur l'amélioration de leur performance énergétique. Pour terminer, à remplir également un fichier de synthèse du plan de performance énergétique, ce fichier de synthèse étant également sous un format Excel. Là aussi, ce fichier-là est téléchargeable sur le site du MTE. Je pense que le lien sera donné en fin de présentation. Donc, dans ce fichier, on retrouvera, donc c'est quelque chose de beaucoup plus synthétique que le plan d'action, puisqu'on va retrouver le nom de la société, le site, l'adresse responsable, etc., l'année de certification ISO 50001. Pour chaque énergie et toute énergie confondue, un rappel des consommations d'énergie de référence, l'objectif de réduction annuelle de la consommation d'énergie attendue et l'évolution des indicateurs de performance énergétique, et une synthèse également des investissements, des gains réalisés au niveau du TURP, etc. Voilà, donc c'est quelque chose, un fichier qui est beaucoup plus synthétique, beaucoup plus macro que le plan d'action, et qui permet d'apprécier, on va dire pour notamment Audréal, l'ensemble des industriels qui sont soumis au TURP dans leur région. Voilà, donc quelques mots pour terminer avant de laisser place aux questions. Il y a une adresse mail hotline qui est disponible si vous avez des questions en ce qui concerne ce qui a été présenté, ou si vous avez des questions également plus techniques ou voire même réglementaires, puisque dans cette adresse mail-là, effectivement, il y a à la fois les gens, donc Chloé et Esther, qui peuvent potentiellement répondre, et puis également bureau d'études qui peut vous aider donc sur les questions, on va dire, concernant la présentation. Et également un document qui peut être téléchargeable sur la librairie ADEME, donc qui s'appelle les essentiels du plan de performance énergétique, qui peut également compléter la présentation que vous venez d'avoir. Voilà, donc j'en ai terminé. Je vais repasser la main maintenant à Tristan, qui potentiellement elle repassera à Daniel Cab, je ne sais pas, pour les questions. Merci Lionel, c'est très clair. Je reviens juste sur cette slide, la dernière slide que tu as montrée. Donc c'est en complément des webinaires, des 3 webinaires de présentation des évolutions du TURP comme celui d'aujourd'hui. L'ADEME met en place une adresse mail générique, une hotline un petit peu support. Et comme l'a dit Lionel, cette hotline
sera disponible jusqu'à la fin de l'année et est vraiment dédié pour vous aider dans la méthodologie du montage du dossier, pour que le dossier soit clair et fasse preuve de pédagogie, mais en aucun cas ce support n'est dédié aux questions techniques, que ce soit sur le niveau d'ambition du PPE ou sur les actions d'économie d'énergie. Et la plaquette ADEME est disponible, n'hésitez pas à la télécharger, elle reprend grosso modo ce qui vous a été présenté ce matin et les 4 étapes clés, la trame à suivre pour vous aider à rédiger ce PPE. Merci aux intervenants, on va passer aux questions-réponses. Daniel, as-tu vu des questions en suspens? Alors, je vais peut-être revenir sur la toute première question qui était le programme ProSMEN. Alors, rappelez que ce programme ProSMEN, qui est financé donc par les certificats d'économie d'énergie, il vise à donner une aide de 40 000 € à tous les industriels qui mettent en place la norme ISO 50001, mais qui la mettent en place de manière volontaire, puisque ce programme est là pour inciter. Ce qui veut dire que quelqu'un qui est obligé par la réglementation ou par ce qu'on regarde aujourd'hui, de mettre en place l'ISO 50001 ne peut pas, a priori, bénéficier de l'aide. C'est tout à fait logique. Alors, par rapport à la question qui était posée, la question posée, c'était finalement, si je suis déjà ISO 50001, est-ce que c'est un problème pour avoir bénéficié d'un abattement sur le TURP? Non, bien sûr. Si j'ai bénéficié déjà de l'aide ProSMEN en mettant en place mon ISO 50001, est-ce que c'est un problème également pour aller vers l'abattement TURP? Non, bien sûr également. Dans ce sens-là, c'est très clair. Alors, qu'est-ce qui a changé en réalité? Ce qui a changé, c'est que avant le décret du 10 avril, dans tous les sites électro-intensifs, il y avait une catégorie autre, et cette catégorie autre n'était pas obligée de mettre en place l'ISO 50001. Ce qui veut dire que nous pouvions aider donc ces industriels puisqu'ils n'avaient pas d'obligation légale. Ça n'est plus le cas aujourd'hui, puisque dans tout ce qu'on vient de vous présenter aujourd'hui, tous les industriels doivent mettre en place l'ISO 50001. Voilà. Donc, à ce moment-là, quelle est la règle finalement? La règle que l'on a proposée, qui devrait donc être validée par la DGEC dans quelques jours, est la suivante. Tous les dossiers que nous avons reçus dans le cadre du programme ProSMEN avant le 10 avril 2021, donc la date du décret, sont éligibles. Donc, pas de problème. Par contre, au-delà, a priori, si vous êtes éligible à l'abattement TURP, vous n'avez évidemment pas droit à l'aide ProSMEN. Il y a un cas particulier qui pourrait être le fait que vous vous engagez sur l'honneur à ne pas bénéficier de l'abattement TURP sur les prochaines années. Bon, ça me semble un cas un peu rarissime, mais ça pourrait arriver. Donc, dans ce cas-là, effectivement, s'il n'y avait pas concordance, s'il y avait un engagement sur l'honneur de renoncer à l'abattement TURP, vous pourriez bénéficier de l'aide ProSMEN. Voilà, donc ça, je pense que ça clarifie un petit peu les choses. Donc, vous l'aurez sous forme écrite sur le site dans quelques jours, dès que cette réponse aura été validée par la DGEC. Alors, ensuite, sur les questions, en fait, elles ont beaucoup été répondues en ligne. Oui, j'en vois une, pardon, de Sandrine Leduc. Oui, y a-t-il une valeur seuil pour l'objectif agrégé à atteindre à 5 ans qui peut conduire à invalider un PPE? Quid d'un site qui est déjà très performant au regard de ce qu'il est possible de faire? Alors, il y a un seuil à titre informatif qui est d'atteindre grosso modo ou de se définir comme objectif 5%. Mais ce 5%, il ne veut pas dire grand-chose, c'est un ordre de grandeur. Bien sûr, c'est du cas par cas. Donc, si l'objectif en pourcentage est plus faible, admettons 2%, et qu'il est totalement argumenté au regard de la performance actuelle du site et de tous les investissements qui ont été faits auparavant, alors ça sera à instruire par la DREAL en charge du dossier, mais ça me paraît tout à fait cohérent.
Donc voilà, c'est vraiment du cas par cas, il n'y a pas de seuil cible, à part ce 5% qu'on peut garder en tête, mais évidemment, c'est du cas par cas et il faut l'ajuster pour chacun des PPE. Alors, sur le PPE, j'ai observé également 2 questions. Il y en avait une sur l'historique des IP. Quelle est la durée, sur quelle période on doit regarder cet historique? Et puis une question un petit peu délicate, finalement, sur quelle méthode de calcul de l'incertitude vous recommandez. Donc ça peut être pour Lionel ou pour Tristan, je pense, ces 2 questions. Lionel, je te laisserai répondre sur l'incertitude, sur les années historiques. Je ne pense pas que ça soit clairement défini, je dirais les 3 dernières années. Je peux regarder si c'est défini plus précisément, mais je ne pense pas. Tout dépend de votre activité, mais au-delà de 3 ans, pourquoi pas, si besoin. Si l'activité est stable, je pense que les 3 dernières années sont suffisantes. Ok, du coup, moi je reprends la même pour la question sur le calcul d'incertitude. C'est vrai que cette question, elle revient souvent. Donc, je dirais à minima, ce qu'il va falloir intégrer dans le calcul d'incertitude, ce sera la précision de l'appareil de mesure. Après, s'il est télé-relevé, on n'ira pas dans l'incertitude de la télé-relève et de la transcription, on va dire, de l'information sur le système de comptage centralisé. Et après, pour les autres cas de figure, en fait, ce que je vais proposer à l'ensemble des participants, et si ça convient, c'est de faire dans la FAQ quelque chose d'assez complet sur effectivement les méthodes qu'on peut mettre en place pour les calculs des certitudes, pour pouvoir répondre un petit peu à l'ensemble des problématiques que peuvent avoir les industriels qui se posent des questions là-dessus. Sachant que voilà, au niveau du PPE, on ne vous demande pas non plus une usine à gaz sur les calculs des certitudes, parce que c'est vrai que ça peut vite devenir très complexe. Mais je proposerai effectivement des méthodes simplifiées, méthode des moindres carrés ou équivalent, ou effectivement voilà, méthode statistique simple pour effectivement répondre à cette problématique. Donc voilà, très prochainement dans la FAQ qui sera effectivement disponible sur ce site de la T2E, je pense, ou sur le MTE, je proposerai un document un petit peu complet là-dessus pour répondre un petit peu à cette problématique. D'accord. Ça me paraît une très bonne idée, Lionel. J'avais aussi une remarque plutôt à T2E. Tout à l'heure, tu as parlé de l'EMS, donc des logiciels de supervision. Simplement pour vous dire que la T2E est en train de mettre à jour son guide, que vous connaissez peut-être, sur ces logiciels. On a interrogé actuellement donc tous les fournisseurs de solutions. Et donc, d'ici quelques semaines, vous aurez un guide plus à jour sur tous ces logiciels de supervision. Alors, côté des GEC, toutes les questions ont été répondues. Je ne sais pas si vous souhaitez intervenir oralement, insister sur certains points. Oui, alors j'aurais aimé juste refaire un petit terratum là sur un point en particulier qui concerne le contexte réglementaire, sur les critères. On nous a fait remarquer à juste titre qu'il y avait une erreur en fait sur le taux d'utilisation pour les profils anticycliques et les sites de stockage d'énergie. Alors, je vais juste reprendre la main, si c'est possible, qu'on me redonne pour que j'affiche les bons critères, qu'on soit tous en phase. Oui. Alors, je ne voyais pas encore. Hop. Oui. Voilà. Voilà, alors les bons critères, contrairement à ce qui avait été projeté au départ, donc pour le profil anticyclique, le taux d'utilisation du réseau en heure creuse doit être supérieur ou égal à 0,44 et non pas donc compris entre 0,4 et 0,44. Et pareil, donc pour les sites de stockage d'énergie, le taux d'utilisation du réseau en heure creuse doit être supérieur ou égal à 0,44 également. D'accord.
Et juste aussi pour préciser, le site du ministère, donc sur la page internet sur la réduction de l'abattement du TURP a été mis à jour. Donc il y a une FAQ qui a été publiée également sur le site qui permet de répondre, j'imagine, à un certain nombre de questions peut-être que vous vous posez. Il y a également une trame de PPE qui a été publiée sur le site. Ainsi que la nouvelle attestation et les différents fichiers de suivi à transmettre avec le PPE. Alors, je vois apparaître deux nouvelles questions qui vous concernent. Comment savoir et s'assurer qu'on est éligible? Est-ce qu'il faut faire un calcul soi-même? Est-ce qu'il y a une liste? Comment on peut savoir ça? Alors là, c'est RTE qui calcule en fait les différents critères d'éligibilité en fonction de vos données de consommation. Donc, eux vont pouvoir vous indiquer en fait si vous êtes éligible ou non à partir des différents critères qu'on a énoncés auparavant. Je reprends la question de Madame Tissot. Y a-t-il un ratio minimum entre investissement et abattement TURP pour que les PPE soient acceptés? En toute logique, l'abattement TURP, il est là pour être investi dans des actions, d'économie d'énergie. Donc en toute logique, 100% de l'abattement devrait être réinvesti dans des équipements permettant de réduire la consommation énergétique du site. Après, si c'est pas le cas, si c'est plus ou moins, à moindre échelle, c'est pas gênant, mais ça devra toujours être justifié et argumenté. Par contre, si l'investissement est très faible au regard de l'abattement, alors ça sera à l'ADREAL et au préfet de région de décider si l'abattement est retenu ou annulé. Et j'en profite pour sur un autre point dont on n'a pas parlé. Les PPE, certes, sont liés à la connexion sur le réseau électrique, mais les PPE concernent bien toutes les énergies du site, électrique et thermique. Donc les plans d'action peuvent concerner du fioul lourd, du coke, etc. D'accord. C'est vrai que ça n'a peut-être pas été précisé, oui, effectivement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y en a une qui revient sur ProSMN, mais je pense avoir répondu tout à l'heure. En fait, de bien comprendre que si effectivement aujourd'hui vous n'êtes pas éligible, vous pouvez bénéficier de l'aide ProSMN, mais à condition de signer une attestation sur l'honneur disant je vais pas demander le TURP demain matin. Alors, on va préciser, la DGEC va préciser exactement le nombre d'années qu'on devrait mettre sur cette attestation sur l'honneur. Donc, c'est vrai que je ne vous donne pas la valeur aujourd'hui, mais on va le savoir très rapidement. Alors, moi, je n'ai pas vu d'autres questions. Je ne sais pas si, Tristan, tu en as repéré d'autres. Non, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Bon, certains félicitent ou s'interrogent sur le niveau de maturité attendu par le PPE. Bon, effectivement, on veut des choses de qualité, c'est clair. Oui, mais c'est aussi une qualité attendue au regard des montants d'abattement, qui sont tout de même des montants importants. Donc c'est assez logique en ce sens. Sur le nombre de sites, sur la première période, il y avait à peu près un peu plus de 120 sites éligibles et qui ont demandé l'abattement TURP. Ça sera sans doute plus pour cette seconde période. D'accord. D'accord. Bon, ben écoutez, je pense qu'il n'y a pas de questions oubliées. Donc vous aurez de toute façon effectivement les slides, la bonne version des slides et l'enregistrement, tout ça vous sera transmis par la T2E dans les heures qui viennent. Une dernière question peut-être pour la DGEC. Bonjour, Oui, si nous ne parvenons pas à rentrer dans le système cette année, est-il possible de retenter notre chance l'année prochaine? D'accord, oui.
Alors oui, tout à fait, c'est possible de faire une demande d'abattement pour 2023. Donc, il faudra simplement envoyer l'attestation avant le 30 novembre 2022. Et à ce moment-là, vous pourrez bénéficier de l'abattement du TURP à partir de janvier 2023. Dans ce cas-là, je me permets juste de poser une autre question. Est-ce que dans ce cas-là, le PPE qui sera proposé devra également s'étaler sur 5 ans et aller jusqu'en 2027? Tout à fait. D'accord. C'est ça, tout à fait. Donc là, il y aura une année de décalage, en fait, comme ça a été le cas lors de la période précédente. Il y a effectivement des sites qui avaient un décalage sur l'instruction, mais donc le PPE est toujours construit sur un quinquennat, et donc là, on aura un décalage d'1 an dans ce cas-là. Mais ça pourrait être de 2 ans si la demande n'est faite que plus tard, 3 ans, etc. Oui, oui, d'accord. Ça répond aussi à la dernière question d'Olivier Zopé, alors du coup. Qui était la toute dernière question que je voyais en ligne. Très bien, merci beaucoup à tous pour votre participation à ce webinaire. Merci beaucoup aux intervenants et je remercie particulièrement la T2E pour l'organisation de ce webinaire. Daniel, je te laisse les mots de la fin. Oui, merci à toutes, merci à nos intervenantes et nos intervenants, merci à tous ceux qui nous ont suivis, et puis rendez-vous sur les prochains webinaires de la T2E par exemple. Bonne journée à tous, au revoir. Bonne journée, Merci, au revoir. bonne journée. Au revoir.